Ça, c'est le danger dans un club de sport, c'est que on a l'impression que le résultat ne concerne que le secteur sportif et que les autres, ils sont là juste en back-office. Et moi, j'ai dû dire attention, le commercial, il a une obligation de résultat. Le community manager, à travers ses chiffres clés digitaux, il a une obligation de résultat. Et ça a été aussi de quelque part dire la notion de résultat. Elle concerne pas que l'équipe pro qui perd ou qui gagne. Elle concerne tous les collaborateurs club. On peut pas vérifier qu'une entreprise marche que si elle fait son chiffre d'affaires. Il y a aussi tous les résultats intermédiaires, tous les moyens qu'on se donne pour faire. Et puis on avait la discussion avant, la vision. Qu'est-ce qu'on est en train de construire ensemble? Et je trouve intéressant que ce que tu nous racontes de ton apport quand tu es arrivé, c'est comment est-ce que j'amène les gens à avoir justement à se détacher un tout petit peu du terrain, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis reçu par William Raffa dans la salle des Bayers de Fos-sur-Mer avec le président donc du club de basket de Fos-sur-Mer. Avec lui, on va parler d'ancrage territorial, comment on va compenser grâce à la vision les aléas sportifs, victoires ou défaites. Salut William. Bonjour Patrick. Je suis ravi, merci de nous accueillir dans ta belle salle. Merci de la sollicitation, ça fait plaisir aussi. On va vous faire 2 vidéos de suite pour découvrir ce club et découvrir le management d'un club de sport professionnel. Donc aujourd'hui, je parle avec William, le président. Et la semaine prochaine, vous aurez la vidéo avec l'entraîneur et directeur sportif du club, Rémi Juita, et qui a été faite par Samir, qui a donc interviewé quelques heures avant moi, Rémi, pour le faire en vrai. Alors, William, on se connaît nous depuis longtemps. C'est vrai, grosse dizaine d'années, je pense. Une grosse dizaine d'années, ouais, avant que tu arrives dans ce club-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens, qui tu es avant d'arriver à Fos, et puis ensuite on parlera du club. Ok, donc William Raffa, 55 ans. Ouais. J'ai fait toute ma carrière dans la distribution. J'ai fait Casino, Métro, Virgin. Donc là où on s'est rencontrés. Ouais. Avec de l'alternance entre des rôles opérationnels sur le terrain, chef de rayon, chef de département, et des rôles en back-office, jusqu'à la direction du contrôle de gestion quand j'étais chez Virgin. Je suis rentré chez GoSport, directeur du Sud-Est, et par une relation d'un ancien dirigeant du club, j'ai été amené à être sponsor partenaire de Fos Provence Basket en 2013. D'accord. Ça a été mes premiers pas, mes premières émotions avec le club en tant que partenaire. Et au fil de l'eau, une histoire humaine s'est liée avec les dirigeants. Beaucoup d'affectifs dans cette relation. Ouais. Et à un certain moment, été 2019, le club a besoin de se structurer, on va dire. Ils font appel à moi et je dis souvent que la passion a pris le pas sur la raison. Donc, j'ai laissé tomber la carrière classique pour me mettre au service de Fos Provence Basket et du projet club et tout ce qu'on va voir par la suite. Ouais, non, mais c'est très intéressant parce que tu as vraiment un parcours de manager. T'es manager avant d'être basketteur. D'ailleurs, t'es pas basketteur du tout. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Non, moi, j'ai fait du contrôle de gestion. Donc, il y a eu, à certains moments, quand même, un volet technique. Ouais. Dans ma mission, tout ce qui est lié à la compta, au reporting, etc. Mais c'est vrai que quand j'étais opérationnel, je disais souvent que ma matière première, c'était l'humain, parce que en distribution, on n'est pas des ingénieurs, on ne fabrique rien. Mon métier, c'était de tirer le meilleur de mes collaboratrices et collaborateurs. Donc voilà, beaucoup de management, effectivement. On arrive donc au club de basket. Alors d'abord, il faut qu'on mette les choses au clair. Qu'est-ce que ça veut dire Bayers? Bayers, bonne question. On joue en jaune et noir. Donc, comme on peut le voir dans cette salle. On n'a pas dit yellow and black, on a dit black and yellow, c'est plus facile. Donc le B pour black, le Y pour yellow et le Earth pour la personnification comme les Lakers, les 49ers, voilà. Donc les Bayers. En bon anglais, ça devrait être les B-Wires, mais on a décidé que c'était trop compliqué. Donc, ça sera les Bayers. Et c'est une véritable marque aujourd'hui et on est véritablement fiers de ça. Alors, justement, toi, on est à Fos-sur-Mer. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Fos-sur-Mer, c'est juste à côté de Marseille. Ouais. Donc, on est dans une grande zone de foot. Et là, toi, tu prends la présidence d'un club de basket. C'est quoi la place d'un club de basket parce qu'il y a l'OM, mais il y a aussi à Istres où il y a un club de foot. Il y a beaucoup de foot dans le coin. C'est quoi la place d'un club de basket professionnel dans une région qui est football? Comment toi tu l'envisages? Alors c'est vrai que c'est une région football, tu parlais de l'OM, c'est vrai que ça écrase tout, ça écrase beaucoup de choses. Mais quand même se dire que le basket au niveau national, c'est le deuxième sport collectif en termes de licenciés. Il y a à peu près 180 clubs de basket dans toute la région sud, au sens politique, on va dire, quand je parle de la région sud. Donc ça veut quand même dire que le basket n'a pas la notoriété du foot, mais est quand même un sport
pratiquée par de nombreux licenciés. Et on a cette chance incroyable d'avoir l'exclusivité du basket professionnel dans toute la Provence. Donc, quelque part, on est naturellement légitimisé par ce monopole du basket pro. Et donc, ça nous rend incontournables. Et donc, tout le projet part de là. Ah non, mais là, je vais te reprendre parce que tout le projet part de là. Mais justement, maintenant, je voudrais qu'on parle de management parce que on voit les problèmes qu'on peut traiter quand on manage l'OM. Hein. Je sais pas si j'ai envie d'ailleurs. Non, moi non plus en fait. Oui, je crois toi non plus. Mais on a eu beaucoup de discussions autour du club et la première réflexion que je me faisais, c'était que un club comme ça, c'est une entreprise, c'est comme ce que vous vivez dans vos équipes. Il a besoin d'une ambition claire. Et depuis qu'on se parle pour préparer cette discussion, tu me dis tout le temps la même chose sur l'ambition du club. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est l'ambition du club? Et puis moi, je vais vous essayer de faire des parallèles avec ce que vous pouvez en tirer pour vos équipes. Le premier constat, il a été simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est irresponsable de faire reposer un projet club que sur les performances sportives. Il y a tellement d'aléas dans le sport que c'est pas possible. Autre constat, parce qu'il faut bien partir par une espèce de diagnostic ou d'état des lieux de ce que nous sommes. C'est la petite note méthodologique de William. Hein. Ouais, et je partage. Qui est assez basique, je le conçois. De ce que nous sommes, le fameux SWOT. Hein, on en a fait pas mal, de notre environnement aussi. Et se dire, notre modèle, il repose pas sur un actionnariat puissant, un propriétaire capable chaque année d'abonder dans un compte courant à plusieurs millions d'euros, ce qui est le modèle de certains clubs de basket, mais c'est pas ce que nous sommes. Nous, on est un club territorial, c'est-à-dire qu'on est fortement soutenu par la ville de Fos, à peu près 40 à 45% de notre budget. Et toute la vision, c'est de se dire, soyons fiers de ces racines phocéennes qui nous sécurisent et développons-nous sur nos ressources propres, sur nos ressources privées, pour rayonner largement sur toute la Provence, sur toute la métropole, sur toute la région sud. Et on ne peut faire ça que justement avec un ancrage territorial fort, être plus que du basket, rendre aux phocéens ce qu'ils nous donnent à travers l'aide de la ville, rendre au territoire, on a de l'argent public de la part du département, de la région sud, de la métropole prochainement si tout va bien. Donc, quelque part, on a des comptes à rendre à ce territoire. Donc, la vision, c'est l'ancrage territorial du club par rapport à c'est-à-dire que notre modèle économique doit reposer sur comment devenir un club attractif. Non pas spécialement par ses résultats. On va être ambitieux, on est des compétiteurs, on veut les meilleurs résultats possibles, mais un club attractif de par ses valeurs, son ancrage territorial, et du coup, tous les licenciés basket vont vouloir se rapprocher du club. Toutes les personnes qui se reconnaissent dans nos valeurs, que ce soit des entreprises, des associations, des politiques, vont nous rejoindre. Et c'est toute cette capacité à être en synergie avec notre territoire qui va créer de la valeur pour le club. Et c'est ça qui va alimenter nos ambitions sportives aussi. Pour moi, c'est ça une vision. C'est d'abord une idée. Elle n'est pas totalement opérationnelle, elle n'est pas totalement concrète. Et justement, quand on parle, alors prenons pour commencer des salariés, les gens du club ou des bénévoles, quand tu en parles de cet ancrage territorial nécessaire, est-ce que ça génère des questions? Comment ça se passe? C'est une bonne question parce que souvent, on a l'impression d'être beaucoup sur de la com, sur des éléments de langage. Même à des réunions récentes, des salariés peuvent nous dire « mais ok, tu me parles d'ancrage territorial, mais dans mon métier, qu'est-ce que ça veut dire ?» Oui, tu me parlais de la dame de la billetterie qui te posait cette question. Ouais, de Stéphanie de la boutique qui me dit « moi, dans mon métier de responsable des ventes annexes, dont la boutique, ancrage territorial, j'ai du mal à mettre le doigt sur quelque chose de concret. » Exemple tout bête, on lui a dit écoute, sur l'écharpe, tu as décidé de mettre la mascotte du club qui est l'emblème de la ville de Fos. En faisant ça, et c'est une mascotte qui est en format géant sur notre façade, en faisant ça, c'est une action territoriale. Donc arrêtons d'être dans des grandes philosophies un peu nébuleuses, un peu fumeuses. Il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui sans mettre dessous l'étiquette ancrage territorial. Autre exemple, on était sur le volet commercial. Il y a quelques années, on a organisé des formations autour de la sécurité dans les usines. C'est de la RSE, c'est de l'ancrage territorial. On a fait l'analyse de notre environnement
On est un bassin industriel fort. Un des enjeux des industriels, c'est le management de la sécurité pour le bien-être de leurs collaborateurs. Donc, on est dans une vision humaniste quelque part, des choses humaines. Et du coup, on leur a proposé cette prestation, ce produit. Le management de la sécurité, c'est passer une matinée à faire du basket avec un formateur, avec des coachs basket, où il y a des parallèles qui sont faits avec ce qu'ils vivent dans l'usine ou dans l'atelier. Et l'après-midi, ils vont passer de la pratique basket à la théorie. Et ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont vécu sur le parquet peut être retranscrit dans la vie de l'atelier. Mais en faisant ça, c'est de l'ancrage territorial, c'est une action RSE parce que c'est pour préserver la santé des collaborateurs, de gens qui sont sur le territoire, qui sont dans notre salle aussi, certainement. Donc c'est aussi de se dire, il y a plein de choses que l'on fait bien, on n'a pas mis d'étiquette dessus. Et c'est une des complexités, nous, une des premières difficultés que j'ai rencontrées en arrivant, c'est que on fait beaucoup d'actions, on est beaucoup dans l'immédiat, mais on prend pas le temps de valoriser, de formaliser des chiffres clés pour quelque part marketer votre vision. Ce que nous faisons de bien déjà pour aller vendre, parce que on a quand même une vision business de notre métier. On a un budget à 3 millions d'euros, donc c'est quand même une entreprise. Il faut quand même le gérer. Donc il faut grossir. Alors, petite parenthèse méthodologique. Donc, d'abord, vous avez compris, il y a beaucoup d'industriels qui nous regardent. Tu sais qu'on travaille beaucoup, nous, dans les usines. Donc, si vous avez besoin d'une animation un peu originale de la sécurité, contactez les buyers qui pourront peut-être venir vous aider. Plus généralement, sur ce qu'on a dit sur la vision, pour moi, ce que tu fais, c'est bien l'illustration de ce à quoi sert une vision. D'abord, c'est une idée. Elle permet de donner de la cohérence à des actions qui sont petites, moyennes ou grandes, et pas que des grandes. Et j'aime bien l'idée de l'écharpe. Je trouve que l'idée de l'écharpe, elle montre que on essaye de s'ancrer dans un territoire, comme l'idée de la formation, comme mille autres. Et si vous avez, vous, un travail de vision à faire dans votre entreprise, là, on peut s'inspirer des bailleurs. C'est l'idée de se dire, comment est-ce que chaque petite action que je mets, je peux me référer à quelque chose, comment ça peut éveiller ma créativité, quoi. Et c'est comme ça que tu essayes, en tout cas, toi, de l'utiliser ici à Fos. Donc ça, c'est le projet que t'amènes, et on a compris que t'es pas président depuis 30 ans, de ce club. Non, ça fait que quelques années. Saison, Et on va le voir avec Rémi et avec tous les autres salariés du club. Il y a des gens qui sont là depuis bien plus longtemps. Comment est-ce que tu arrives, arrivant dans cette nouvelle équipe de l'extérieur, à amener ton regard extérieur? Comment est-ce que tu arrives à fédérer l'équipe autour de ces idées, dont certains sont là depuis bien plus longtemps que toi au sein du club? Déjà, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Si je suis arrivé dans ce club, c'est avant tout une histoire d'hommes. Alors, je dis hommes parce que c'était que des hommes dans cette affaire. Allez, avec un grand H, si on veut. Une histoire d'hommes, de valeurs, de tripes. Et c'est par rapport à ce que je suis et ce que les autres perçoivent de moi. Donc, je suis pas là par hasard. C'est-à-dire que j'arrive dans un environnement où on se dit, a priori, William, il est capable de s'adapter à ce qu'est le club et à ce que les dirigeants voulaient à l'époque pour ce club. Je suis pas arrivé pour faire un copier-coller stricto sensu de ce que je faisais avant. Oui. D'ailleurs, j'ai pu essayer sur quelques thèmes, ça n'a pas marché. Il faut d'abord intégrer le fait que ce club a une histoire, avec des gens qui ont fait cette histoire, que je respecte profondément, qui ont fait ce qu'est le club aujourd'hui, de se dire, j'ai une vision et j'ai un projet avec la direction du club, mais essayons d'emmener le plus de monde possible dans cette aventure et de réussir avec les personnes en place. Je pense que Rémi vous dira certainement que une de ses fiertés, c'est de consommer le moins de joueurs par rapport à d'autres clubs, et c'est une réalité. Donc, ayons cette vision globale pour le club. Après, parfois, on peut se tromper. On peut décider de faire un projet club, un joli PowerPoint que l'on projette et ça fait flop parce qu'on n'a pas été vigilant sur l'appropriation, sur la compréhension, sur savoir ce qui s'est passé précédemment. Il faut savoir que quand je suis arrivé, le club était encore en modèle associatif. Donc, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais la culture d'entreprise n'était pas encore mature. L'exigence sur pas mal de sujets n'était pas encore peut-être la même que dans une entreprise classique. Les cadres étaient moins figés. Les responsabilités pas spécialement bien partagées peut-être. Donc, tu as essayé d'amener ça, toi? J'ai essayé d'amener de la structuration, un peu de méthode, des outils, des rituels. Et ça, tu as réussi à fédérer, à convaincre les équipes que petit à petit, tiens, il y avait, au-delà de leur expérience et de leur histoire, quelque chose à tirer aussi de cette expérience de l'entreprise plus classique,
qui est quand même le gros de ta carrière. Hein. Je suis sûr que oui. On s'est servi aussi de la transformation en société pour dire, essayons de faire évoluer l'esprit en se mettant dans une notion de culture du résultat, pas que du résultat sportif. Ça, c'est le danger dans un club de sport, c'est que on a l'impression que le résultat ne concerne que le secteur sportif et que les autres, ils sont là juste en back-office. Et moi, j'ai dû dire, attention, le commercial, il a une obligation de résultat. Le community manager, à travers ses chiffres clés digitaux, il a une obligation de résultat. Et ça a été aussi de quelque part dire la notion de résultat. Elle concerne pas que l'équipe pro qui perd ou qui gagne. Elle concerne tous les collaborateurs club. Et ça, c'est important parce que si chacun se met une petite obligation de résultat dans sa mission, ça va faire grandir le club. Ça, c'est pour moi un enseignement qui est hyper important. Tu dis qu'il est spécifique aux sportifs. Moi, je trouve pas tant, dans la mesure où je trouve qu'on devrait s'inspirer aussi de cette idée de dire on peut pas vérifier qu'une entreprise marche que si elle fait son chiffre d'affaires. Et je sais que tu as fait de la distrib. Tu dois en connaître qui était obsédé du chiffre d'affaires. Il y a aussi tous les résultats intermédiaires, tous les moyens qu'on se donne pour faire. Et puis, on avait la discussion avant, la vision. Qu'est-ce qu'on est en train de construire ensemble? Et je trouve intéressant que ce que tu nous racontes de ton apport quand tu es arrivé, c'est comment est-ce que j'amène les gens à avoir, justement, à se détacher un tout petit peu du terrain. Je pense que ce qui est important quand on arrive, c'est avoir une idée fixe, un peu. Et l'idée fixe, c'était de dire notre seul levier, c'est les ressources privées, donc tout ce qui est lié au partenariat, à la boutique, à la buvette et à la billetterie, mais avec un gros focus sur les partenariats qui sont beaucoup plus importants que la somme des 3 autres recettes. Et mes premières obsessions, mes premières phrases étaient soyons obsédés par le chiffre d'affaires, parce que un club c'est aussi une entreprise événementielle, et beaucoup de temps était, et encore un peu aujourd'hui, était chronophagé par l'organisation des événements. D'accord. Simplement rendre une dette, mais pas de valeur ajoutée pour les ressources club. Et c'était de dire, attention, si on est obsédé par l'événement, on va se détacher de ce qu'une entreprise recherche, accroître ses ressources pour se développer, pour grandir, etc. Et il y a eu des rééquilibrages à faire entre les heures consommées, on va dire, par l'organisation qui n'apporte que très peu de valeur et la valeur que peut créer un business développeur, etc., etc. Donc, les premiers succès, ils ont été sur l'augmentation assez rapide des ressources privées. Quelque part, on s'est dit, tiens, quand on s'occupe de quelque chose, ça marche. Si ça marche pas, c'est qu'on s'en occupe pas vraiment, en fait. Voilà. Non, ça, c'est les premiers résultats qui ont crédibilisé ton arrivée. Et puis ensuite, la vision que tu donnes là sur l'ancrage territorial qui vient donner de l'ampleur à ce projet. Ça, c'est là, voilà. Là, on est au 2e étage de la fusée. Et vous êtes en plein dedans, là. À chaque fois que t'en parles, d'ailleurs, à chaque fois qu'on se parle, tu me parles presque que de ça. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à vraiment réussir ce 2e étage? Aujourd'hui, la réalité, c'est que on dit souvent qu'on a l'impression qu'il y a des planètes qui s'alignent. Donc, avoir conscience que nous, on est dans un écosystème très, très riche. Je dis souvent, c'est ce qui me distingue un peu le modèle de l'entreprise classique avec le nôtre. C'est-à-dire que nous, il y a la face émergée de l'iceberg qui sont les résultats sportifs, où il faut satisfaire les partenaires, les fans, la presse, etc. Mais on est aussi une entreprise classique avec de l'actionnariat, des collaborateurs, des clients finaux. Mais en plus de ça, on est dans un écosystème très riche parce que on est en prise avec les autres clubs de basket du territoire, avec des associations caritatives, avec les écoles, etc. Donc, l'écosystème est très, très riche. Et ça donne à la fois beaucoup de richesse au projet, mais un peu de complexité aussi. Et pourquoi les planètes s'alignent? C'est qu'on se rend compte qu'on a la chance aujourd'hui d'être dans un territoire qui est en mouvement autour de la mutation industrielle du bassin. On parle d'industrie verte. Il y a le projet Fos-en-Grand. Il y a des gros acteurs qui vont arriver autour du photovoltaïque. Il y a les éoliennes, il y a l'hydrogène, il y a l'acier vert. Donc, il y a de nouveaux acteurs qui vont arriver. Un territoire, il y a une entreprise carbone qui finit sa consultation, mais qui va s'implanter. Ça va créer 3000 emplois. Donc, ça va créer des enjeux autour du logement, de la route, etc. Et donc nous, si on comprend pas qu'on est ancré dans ce qui se passe, on est mort. Donc c'est de prendre le train en marche, d'être à la fois exemplaire sur tout ce qui peut tourner autour de la
RSE, et là, c'est aussi un projet club, mais l'ancrage territorial, on est dans de la RSE. Et être à la fois démonstrateur. Ouais, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que en t'écoutant, je me dis qu'on devrait quand même s'inspirer de ce qui se passe chez vous, parce que le fait d'être, je sais pas si c'est soumis ou si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas le fait d'être largement financé par l'économie locale, hein, puisque tu disais c'est les partenaires qui vous amènent, hein, ceux qu'on voit autour autour du terrain, qui vous amènent la plupart de vos revenus privés. Ça vous oblige à vous questionner sur ce qui se passe autour de vous. Ça vous oblige à vous intéresser au monde et pas que au monde de la balle orange et du panier et du filet. Et je trouve, moi, dans les entreprises dites classiques, qu'on oublie, on se pose pas assez de questions de ce qui se passe autour. Moi, je trouve qu'elles sont un peu fermées sur elles-mêmes. Et à l'heure où on a toutes les questions sur le réchauffement climatique, toutes ces mutations-là, je trouve que c'est dangereux pour elles d'être aussi fermées. On devrait se rappeler qu'une entreprise, là, de basket, mais une entreprise en général, elle est totalement connectée à ce qui se passe autour d'elle. Il faut être curieux. C'est ça que tu nous rappelles? Il faut être curieux, c'est-à-dire que combien de fois dans ma vie j'ai pu connaître des superbes projets où on se rend compte que finalement c'est la vision de quelqu'un mais qui est déconnecté de la réalité de ce que la zone de chalandise ou les consommateurs ou nous le tissu économique a vraiment besoin, de quoi ils ont besoin. Et nous, quand on va voir un partenaire, on va pas leur dire voilà ce qu'on peut t'apporter. On va leur dire comment je peux t'aider à réussir dans tes propres objectifs. Tu cherches quoi? De la visibilité, de la notoriété, de la cohésion sociale. On va en parler et voilà ce qu'on peut te proposer. Donc, on renverse un peu les choses et la vision, c'est de se dire, soyons conscients de ce que le territoire a besoin, de ce qui va se passer dans le territoire et comment nous, on peut répondre à ça. Mais c'est pas une vision top-down formatée qui va se confronter, en fait, à ce qui n'est pas une réalité, en fait. Et nous, on tient vraiment compte de cette réalité parce qu'on sait que notre devenir passe par notre agilité à nous adapter aux enjeux de notre écosystème territorial. Moi, j'ai l'impression, pour toutes les industries que je suis, qu'elles sont de plus en plus soumises, comme vous, à ces questions-là. On peut de moins en moins raisonner juste en se disant notre usine, c'est fournisseur, client et processus au milieu. On doit s'intégrer dans la vie sociétale, dans l'environnement, dans la conscience écologique, la conscience de ce qui se passe autour de nous. Et je trouve que du coup, les clubs sportifs, en tout cas le tien, nous donnent un modèle pour faire ça. Alors moi, j'ai une question pour finir un peu une série de questions pour finir un peu notre discussion, William. C'est que très souvent, tu sais, on va chercher dans le sport des leçons pour le management classique. Mais toi, tu as fait l'inverse. Qu'est-ce que t'as apporté tout ton cursus managérial dit classique, la GoSport, Virgin, et ce que tu as fait avant Casino, pour mieux gérer le monde du sport? Qu'est-ce que tu as eu l'impression de pouvoir amener avec toi dans ton bagage? Je me suis souvent rendu compte que peut-être quand on manque de maturité dans la fonction, on essaye de s'identifier à des managers qui pour nous font référence. On se rend compte qu'en faisant ça, on peut renier ce que nous sommes. Et je me suis rendu compte que ça ne marche pas. D'accord. C'est assez basique ce que je dis, mais quand on est jeune manager, on est plutôt enclin à dire tiens, lui, je l'ai vu faire ça. Or, il y a peut-être quelques bonnes idées qu'on peut picorer, mais on reste ce qu'on est, on a ses propres valeurs. Et souvent, le risque, c'est d'être en dissonance cognitive, quelque part, entre ce qu'on fait, parce qu'on met un habit qui n'est pas le sien, et ça marche pas. Et les masques tombent. Donc, à un certain moment, moi, je me dis, je vais manager de la manière qui me semble la plus correspondre à ce que je sais faire. Et ça, c'est ce que t'ont appris tes années de distribution classique. Distribution classique, et c'est la maturité dans la vie tout court aussi, hein, qui voilà. Quand à la cinquantaine, on se met en rupture quelque part avec l'entreprise classique, il n'y a pas trop de hasard non plus. C'est qu'on se rend compte qu'on n'est plus en accord entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est une réalité. Et quand on commence à porter des sujets dans lesquels on ne croit plus, ça devient compliqué. Et quand on a le choix de plus le faire, on le fait plus, en fait. C'est ce qui m'est arrivé. En fait, ça m'a simplement fait comprendre que, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la matière première, c'est l'humain. Pour moi, il n'y a pas de recette de miracle. Pour moi, c'est la capacité de s'adapter aux différents profils de collaborateurs. Et ça, c'est ce que je vis aujourd'hui où on a des collaborateurs en place issus, c'est des anciens sportifs reconvertis, des gens qui étaient dans une collectivité, qui se sont mis au service du club, des jeunes alternants qui arrivent pour la première fois dans une entreprise. Donc, on a une palette de compétences très, très hétérogène. Et avec tout ça, il faut réussir, il faut atteindre les objectifs que l'on se fixe. Et moi, je me dis,
il faut rester ce que nous sommes. Moi, je crois que il est impossible d'être un bon manager sans avoir une dose d'affectif. Ouais, sans être investi émotionnellement dans ce qu'on fait. Si j'adore le sport, si je suis investi dans mon métier parce que je suis passionné, je dis souvent qu'on est fournisseur d'émotions, qu'elles soient de la joie quand on gagne, de la tristesse quand on perd, de la colère quand l'arbitre siffle mal, voilà. Mais pour moi, la vie, c'est toutes ces émotions que l'on ressent. Et ben dans le management, moi, c'est pareil. Des fois, je rentre chez moi, je me suis dit, j'ai été nul. J'ai pas fait ce que je devais faire. J'ai pas osé dire. J'ai pas pensé à féliciter, etc. Mais c'est la vie, en fait. Je suis pas dans une méthode, comme tu as pu dire tout à l'heure. Moi, je suis juste dans un rapport d'homme à homme, d'homme à femme. Sincère, ouais. Sincère, humain, qui peut être passionné, parfois, avec les excès que ça peut créer. Mais finalement, pour moi, la vie, elle doit pas être plate, en fait. Ouais, Et dans le travail, non plus. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il y a peut-être des choses assez basiques. Si on n'est pas à l'écoute, on va rater des choses. Si on connaît pas les personnes avec qui on travaille, on va rater des choses. Mais tout ça, c'est pas du management. C'est c'est la relation. aller vers l'autre. C'est de la relation. Donc, je suis désolé si c'est pas très non, mais on va théorique, mais c'est vraiment dans les tripes. C'est comme ça que toi tu manages. C'est plus les tripes qu'autre chose. Alors justement, tu parles d'émotion. On va avoir aujourd'hui un cas d'école, puisqu'on est aujourd'hui accueillis dans ton club et il y a un match ce soir. Ouais, match important. Et alors, les Bayers rencontrent Orléans, reçoivent Orléans, qui est une belle et grosse équipe de Pro B. Hein. C'est une des équipes. 3e budget, qui était en proie avec nous il y a 2 ans. Donc c'est une équipe qui souhaite retourner en Betclic Elite. Ouais, qui a des ambitions bien affichées, ouais. Et qui pourrait être considérée comme la favorite du match de ce soir. Ouais, a priori, ça va être ça. Sur le parquet, ils sont favoris, mais. Ouais. Mais le match au coup d'envoi, on sera 5 contre 5. Et toi, donc ce soir, on est à peu près certain que soit vous allez gagner, soit vous allez perdre. Toi, ça fait quand même 3 ans que tu es maintenant président du club. Ça te fait toujours autant d'émotions? Par exemple, si on perd ce soir, ça va être un dur week-end, et si on gagne, ça va être un bon week-end. Comment ça se passe 3 ans après? C'est toujours compliqué, en fait. Quand on fait ce métier, on peut pas le faire à moitié. C'est un peu dangereux ce que je dis par rapport à la vie de famille, à la vie personnelle tout court, mais c'est presque une religion. On peut pas être à moitié, on est connecté tout le temps. Et c'est vrai que il faut arriver à vivre au gré des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Et quand c'est mauvais, ça peut gâcher le week-end. Et c'est pour ça que c'est très très rassurant d'avoir une feuille de route et une vision claire. Pour pas que notre bien-être soit déstabilisé par les défaites. C'est-à-dire que quand on a une vision à 1 an, 2 ans, 3 ans, ça nous rassure, ça nous sécurise. On dit, ce sont que quelques aléas. Donc, juste coupe, mais ça, c'est vraiment pour moi l'usage premier, le plus important d'une vision. C'est-à-dire que on est tous, alors dans le sport de haut niveau, c'est particulièrement explicite parce que comme je disais tout à l'heure, on aura gagné ou perdu. Donc, c'est blanc ou noir l'affaire. Chaque semaine. Mais n'empêche que dans la vie professionnelle, il y a des déceptions et des joies dans toutes les vies professionnelles. Et la vision, elle sert aussi à prendre un peu de hauteur. Et j'espère que normalement, t'arrives quand même maintenant, quoi qu'il arrive ce soir, te dire bon, je préfère, on va tous souhaiter que vous gagnez. Oui. Mais ça doit quand même. Là, il y aura toujours une déception. Oui. Normal. Mais à un certain moment, et ça, c'est des sujets où il a fallu que je travaille. C'est pas facile parce que, on est le président du club. Après le match, on doit garder, cette posture de président de club. On va s'adresser aux partenaires. Qu'est-ce que tu leur dis d'ailleurs après un match perdu? Quand on était en Pro B, on était souvent dans une dynamique de victoire parce qu'on jouait souvent le haut du tableau. Donc, on était habitué à gagner. Et quand on arrive en proie, on se dit, il faut qu'on en gagne 10-12 pour être maintenu. Sur 10-12 sur. Ce qui veut dire qu'on va en perdre 22 parce qu'il y en a 34. Et là, on se dit, on va perdre 20 fois dans l'année. Et venez chez nous. Quand on va être à domicile, il va falloir peut-être une dizaine ou douzaine de fois dire, voilà, on a perdu, mais. Donc, c'est de se dire, de rappeler que la proie à Fos, c'est un miracle permanent. Qu'on a une chance exceptionnelle de voir du basket de première division à Fos. Quand on voit Mike James ou Wembanyama au Palais des Sports ou Lasvel ici, on voit des joueurs qu'on n'aurait jamais vus
et que le public provençal n'aurait jamais vu si Force Provence Basket n'existait pas. Ça, c'est une réalité. Et après, on insiste beaucoup sur les attitudes et les comportements des joueurs, de dire ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner, ils se sont battus, l'engagement était total, on a perdu, logique presque. Et dire mais la salle était pleine, il y avait de l'ambiance, il y avait des enfants, il y a eu des cris de joie, des cris de colère, mais les fameuses émotions. Et ça, c'est ce qu'on recherche, c'est que on vive des émotions dans la salle. Donc voilà, donc après, c'est de savoir, voilà, comment positiver des éléments extérieurs à la défaite pure. Parce qu'il y a du positif. Moi, je suis très sensible à ce que tu dis sur l'attitude et la posture. Je crois qu'on a de la subtilité à avoir dans notre management aussi, dans tous les cas, à faire attention à ne pas juger les gens uniquement sur est-ce que le match est gagné ou pas gagné. Parce qu'en fait, l'entraîneur le dit aussi dans l'interview que vous verrez la semaine prochaine, on peut perdre un match et avoir été glorieux. C'est vrai. Et puis peut-être parfois on en gagne sans l'avoir été, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut perdre. Et ça, il faut se détacher un peu, il faut avoir rappelé cette histoire-là. Et il y a plusieurs fois dans notre échange où tu as rappelé l'histoire, tu as rappelé l'importance de là où on venait, l'importance du projet qui est en cours. Je pense qu'en management, même si vous managez pas un club sportif professionnel, rappelez-vous de la longue route qu'on est en train de faire et pas uniquement, même si ça nous procure des émotions très fortes, du match de ce soir ou de la présentation de demain matin. Je pense que ça, c'est un des enseignements. Alors William, pour finir, dans toutes mes interviews, je demande à la fin un petit conseil. Alors je demande pas un conseil pour moi, je demande un conseil à un très jeune manager ou une très jeune manager qui viendrait prendre son tout premier poste de management. La première fois qu'il ou elle va encadrer 4, 5, 6 personnes. Mettons que cette personne vienne te dire, bon, j'ai besoin d'un seul conseil pour démarrer. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune personne? Ou à un premier coach? Non, moi, je dirais déjà, ce qui est important, c'est de se connaître soi-même. Savoir dans quoi on est bon, dans quoi on est moins bon. Être lucide sur ce qu'on est. Donc ça, au départ, c'est pas le plus évident, mais voilà. Connaître les gens avec qui on travaille, connaître quels sont leurs ressorts, quels sont leurs centres d'intérêt, quels sont leurs leviers. Moi, je dis souvent dans les magasins, il y a des vendeurs, ils sont fans de foot, ils s'entraînent, il faut qu'ils partent à 17h30 parce qu'ils ont l'entraînement, on pourra faire ce qu'on veut. C'est leur passion et c'est parfait. Donc, se connaître, apprendre à connaître ceux avec qui on travaille. Et maintenant que je suis dans le sport, on en parlait un peu tout à l'heure, vraiment travailler cette notion de projet, de vision à partager, parce que c'est sécurisant et ça permet de gommer tous les aléas qu'on peut connaître au quotidien. Et pour nous, ce sont les résultats de chaque week-end. Il y a quelque chose que tu dis pas, mais que je voudrais ajouter parce que je trouve normal que tu le dises pas, ça fait partie de ton caractère. Ce midi, on a eu une discussion aussi sur, tu dis se connaître, et tu disais, moi, j'ai pas un ego très fort. Et je pense que les gens qui nous regardent le voient, que t'as l'ego bien placé, t'es pas quelqu'un qui cherche machin. Et ce qui est important, c'est que dans certaines organisations, cet ego pas très haut est bien vu, et d'autres il est moins bien vu. Et se connaître, c'est aussi essayer d'aller chercher l'organisation où ça marche. Tu sais que j'adore les managers avec des égos qui savent se poser comme toi. Je trouve j'ai aimé travailler avec toi déjà chez Virgin et je trouve que c'est intéressant de manager comme ça. Et je pense qu'il faut aussi assumer des modèles qui sont pas forcément les modèles qu'on voit dans les films. Al Pacino dans L'Enfer du dimanche, il a un ego infini. Moi, je crois qu'il faut aussi assumer des égos, l'ego que vous avez, la manière dont vous avez de manager. Sans prétention. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Aujourd'hui, je suis même rassuré quelque part parce que récemment, quand on parle RSE, on parle de 3 capitaux, la richesse financière, mais il y a le capital humain, le capital nature, par exemple. Je ne vais pas dire que je suis visionnaire, mais dans ma manière de voir les choses, j'ai toujours mis le respect de l'autre au-dessus de tout. Quitte à paraître moi comme, entre guillemets, faible de ne pas prendre la décision qu'on me demande parce que j'y crois pas. Je pense que c'est pas la bonne et peut-être qu'on respecte pas la personne avec qui on travaille en prenant cette décision. Tout simplement parce que c'est la hiérarchie qui l'a décidé. Quand on est jeune manager, c'est pas facile ce que je dis là. Mais à un certain moment, je pense qu'il faut être capable de se dire non, c'est pas parce que c'est une consigne qu'elle est bonne. Donc, je suis pas un rebelle dans l'âme. Je dis juste qu'il faut arriver à manager en étant ce que nous sommes avec ses propres valeurs. Et je pense pas que le manager cow-boy ou quoi que ce soit
et beaucoup d'avenir. C'est un vrai point. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont complètement différentes. Et ce ne sont plus les mêmes ficelles, les mêmes leviers qu'on pouvait avoir à notre époque. Et je ne pense pas que l'ego surdimensionné soit un vecteur de succès dans le management actuel et futur, encore moins. C'est ma conviction. Eh ben, on va terminer sur cette conviction. Enfin, on va terminer aussi sur le fait de vous rappeler que on peut retrouver William sur les bords du terrain de la salle. Rappelle-moi le nom de la salle, je vais l'écorcher. La Halle des Sports, Dr Henri Juita. Un petit clin d'œil aux valeurs du club. Henri Juita, qui est le papa de notre coach actuel et qui a été un président très, très important pour le club il y a très longtemps. Et on a rebaptisé cette salle il y a un mois. Donc voilà, ça montre qu'on est, comme tu disais, très attaché à ceux qui ont fait le club, à l'histoire du club, et c'est dans nos valeurs. Tu es aussi William Raffa sur LinkedIn. On peut te retrouver, ton profil sur LinkedIn. Vous pouvez évidemment suivre le club des Bayers, que vous soyez provençaux ou non, puisque c'est un club avec des valeurs et qui essaye de montrer une nouvelle facette du sport professionnel, assez loin du sport business, très souvent décrié, que ce soit en basket, en foot ou en Formule 1. Et je trouve un modèle probablement d'avenir, quoique plus modeste que les clubs qu'on connaît parfaitement tout autour du monde. Merci beaucoup pour le temps. Merci pour le partage. Et puis merci pour le lieu et la disponibilité du club. On va regarder le match avec vous, on va être là ce soir, on va pouvoir filmer encore. Merci beaucoup de nous laisser filmer le match et comment ça se passe. Et on se retrouvera après le match pour voir si on est heureux avec toi de la victoire des Bayers. Merci William. Merci. Let's go Bayers. Let's go Bayers, voilà.